Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Elle Entrepreneuriale. Aujourd'hui, je suis avec Laurent et présenté à notre audience. Ben oui, ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Mon nom, c'est Sylvain Roy. Je suis président de GoRH et de Folks M qui fait du recrutement. 100 et 105 dans l'équipe. Beaucoup de recrutement. C'est probablement 60% entre 200 et 300 nouveaux postes par semaine pour des clients. Fait qu'on a un gros volume d'affaires de recrutement. Fait que la chasse de tête qui va être dans tous les postes puis pour tous les types d'organisations. On est dans tous les secteurs d'activité. Puis on fait du service conseil. Nous, notre spécialité, c'est une petite entreprise qui n'a pas de ressources humaines. On parachute quelqu'un une demi-journée ou une journée par semaine avec eux pour qu'ils puissent avoir accès à un service de ressources humaines, même s'ils n'ont pas un besoin nécessairement à temps plein. On voulait que toutes les entreprises puissent avoir accès à une ressource. Ou des fois dans de l'expertise en rémunération, en développement organisationnel, quand il y a des restructurations, fait qu'on a plusieurs expertises là, dans la firme. OK. Puis c'est quoi les services les plus demandés? C'est en... Ouais. Ben, le recrutement, c'est sûr que c'est le pain et le beurre, puis tout le monde en a. La rémunération, elle est très tendance en ce moment, surtout depuis la pandémie. Il y a eu beaucoup d'augmentation de salaire dans les entreprises. Ça a créé une inflation importante, puis ça a créé beaucoup d'enjeux pour les entrepreneurs. Le marché, présentement, il change. L'économie est au ralenti, puis on sent que vraiment, il y a des entreprises qui sont mal prises un peu avec ça. Il y a des restructurations à faire. Fait qu'il y a beaucoup de besoins au niveau de la rémunération. Beaucoup de changements. On fait beaucoup de gestion de changement dans les entreprises. Les entreprises essayent de faire plus avec moins de ressources, fait que ça amène des changements au niveau des structures dans les entreprises. Les entreprises qui viennent vous voir, c'est quoi en général? Les entreprises de quelle... De quelle taille? Ouais, de quelle taille? On sert vraiment tous les types d'entreprises, mais ce temps-ci, on sent que ceux qui nous appellent, c'est beaucoup le 100 employés et moins. Ceux qui ont moins d'experts à temps plein puis qui ont besoin d'accompagnement. La grande entreprise, souvent, elle est bien servie puis elle a déjà des gens à l'interne. Fait qu'on sent même qu'il y a un ralentissement chez nos gros employeurs. C'est très concentré là, autour des entrepreneurs que des fois, la personne en ressources humaines, elle va être encore jeune avec son expérience puis elle va être encore en début de carrière. Fait qu'elle veut de l'expertise autour d'elle. Ou bien qu'il n'y en a pas du tout. Fait que c'est vraiment beaucoup de notre clientèle. Puis c'est vraiment vous qui approchez les entreprises ou eux qui viennent vous approcher pour avoir de l'aide? Ça, c'est une grosse force qui vient de notre logiciel, dans le fond, le fait qu'on a une grosse équipe marketing chez nous. Fait que présentement, on attire entre 75 et 100 nouveaux clients par mois juste par le web. OK. Fait que c'est une grande force de GoRH. Là. On est très chanceux de ce côté-là. Fait que, on fait presque pas de prospection. Fait que c'est vraiment juste du référence client, des gens qui nous réfèrent dans le marché, puis des gens qui nous cherchent via le web. Si vous tapez sur Google, firme ressources humaines, firme de recrutement, des bonnes chances que vous allez tomber sur GoRH rapidement. Okay. Ouais. C'est quand même nice, vraiment. Là. Les entreprises, là, c'est quoi les plus grands défis qu'ils ont dans les ressources humaines? Les grands défis des entreprises. Attirer de la main-d'œuvre puis la fidéliser, c'est vraiment... ça reste toujours... C'est simple, mais ça reste c'est un art d'être capable de développer une culture d'entreprise qui est saine, puis que les gens sont bien, puis qui ont le goût de s'épanouir à long terme dans les entreprises. Le choc des générations, ça, on le sent, puis de plus en plus. Votre génération a des besoins différents de, je dirais, la génération qui va avoir 45, 50 ans et plus. Fait que quand on mélange ça dans une entreprise, souvent, ça crée de la friction, ça crée de l'incompréhension. La nouvelle génération ne comprend pas l'ancienne et vice-versa. L'ancienne ne comprend pas les besoins des jeunes. Fait que il y a beaucoup d'accompagnement à faire pour essayer d'éliminer des barrières, des fausses façons de penser, puis d'apprendre aux générations à travailler ensemble. La nouvelle génération, elle cherche moins nécessairement à faire du temps supplémentaire, à être 5 jours semaine sur le milieu de travail. On sent vraiment que vous avez, je dis vous parce que vous faites partie de cette génération-là, mais on sent vraiment que votre génération cherche quelque chose de différent dans la vie. Puis l'ancienne génération, elle n'avait pas accès nécessairement à des emplois facilement.
il y avait de la misère, ils devaient être fidèles à leur employeur. Fait que pour eux, ce concept-là de je peux choisir, tu sais, j'aime pas mon emploi, je peux facilement trouver un autre. Je peux bouger, je peux magasiner, je peux essayer différents types d'emplois. Après 3 ans, je suis tanné, j'ai le sentiment que j'ai fait le tour, je vais aller vers autre chose. Fait que ce concept-là est très nouveau. Puis ça, c'est un gros shift, là. Ouais. Puis pour quelqu'un qui a fait un emploi pendant 40 ans, on en voit moins aujourd'hui, mais tu sais, on voit des gens qui ont fait du 20-25 ans dans la génération de 50 ans et plus. Eux comprennent pas ce besoin-là de changement, ce besoin de nouveauté-là, ce manque de loyauté-là de la part de la nouvelle génération. Fait que ça, c'est un gros besoin, puis ça, il y a beaucoup de demandes. Puis ta question, c'était les besoins, hein? Ben, des entreprises, oui. Puis est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, c'est votre plus gros enjeu à vous aussi dans votre entreprise, ou c'est plus d'aller justement aider ceux que c'est un enjeu pour eux? Je sais pas si c'est clair ma question. Mais... Oui. Même pour nous, c'est un enjeu. Là, j'ai 60 recruteurs dans l'équipe, puis j'en ai de tous les âges. Puis c'est ça. Tout le monde a ses besoins, puis on voit que ceux qui se mettent à avoir des familles, les besoins changent. Il faut adapter un petit peu notre façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, leur structure interne, leur politique, leur façon de faire, c'est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus adapté aux personas employés. Puis tu peux avoir plusieurs personas dans une même structure d'entreprise, puis ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait une façon de faire, c'était la façon de faire de l'entreprise, puis tout le monde devait s'y conformer, sinon tu pouvais aller ailleurs. Aujourd'hui, si tu penses comme ça, tu vas avoir un taux de roulement énorme, puis tu ne seras jamais capable de garder puis de construire une entreprise. Fait que je pense on a beaucoup de plaisir à essayer de transformer ça, naviguer là-dedans, essayer d'adapter les entreprises à différentes façons de penser. Puis les jeunes entrepreneurs qui arrivent puis qui se lancent en affaires, on voit qu'eux autres, c'est inné, puis sont déjà dans ce mindset-là. Puis je vais dire, les structures plus anciennes, les plus vieilles organisations, ben eux, il faut les aider à se transformer. OK. Puis les compétences que les entreprises y cherchent, c'est quoi les... En ressources humaines? Oui, c'est ça. Présentement, là, quelqu'un qui est très, très bon au niveau des technologies, quelqu'un qui va être très axé sur la culture interne, quelqu'un qui va avoir des bonnes habiletés de communication. La communication en ressources humaines, c'est essentiel. Il faut être capable de créer des relations de confiance avec un peu tout le monde. Moi, je dis beaucoup à nos RH, par exemple, on n'est pas psychologue. Puis notre rôle, c'est d'aider l'employeur et non pas nécessairement de se positionner comme médiateur toujours entre l'employé et l'entreprise. Il faut avoir des très bonnes habiletés en gestion de changement. Depuis la pandémie, on dirait que les entreprises se transforment ou ils pivotent à tous les 6 mois. Fait que quelqu'un qui a de la difficulté avec la gestion de changement, je pense qu'il va avoir beaucoup de difficultés en ressources humaines, surtout dans le contexte actuel, là. Une semaine, tu peux faire du recrutement. Une autre semaine, je t'envoie faire d'autres choses. Tu travailles sur 5 postes. La semaine d'après, finalement, j'ai ferme parce que là, j'ai perdu un contrat. Les tarifs avec Trump, présentement, c'est très d'actualité. Les stratégies changent à toutes les semaines, là. J'ai un employeur, je le nommerai pas, mais j'ai notre plus gros client. Là, je dis ça, puis là, il y en a plein. Ceux qui connaissent GoRH vont savoir de qui on parle. Mais là, il y a 2 ans, ils nous ont demandé d'embaucher 700 personnes en 6 mois. Aujourd'hui, ces 700 personnes-là, ils sont plus dans l'organisation, puis ils ont été obligés de découper toute la gang. Fait que, tu sais, quand tu prends du recul, puis tu regardes ça de loin, tu te dis, je peux pas croire qu'ils se sont trompés à ce point. Tu sais, c'est même pas se tromper, c'est les besoins du marché ont changé, puis que là, Trump, ça vient de vraiment leur couper l'herbe sous le pied. Fait que les entreprises, présentement, c'est ça. Ils se transforment, ils ont besoin de changement. Puis les gens en ressources humaines qui sont forts dans les organisations puis sont bien implantés, c'est des gens qui sont capables de vite essayer de trouver des solutions selon les besoins des entreprises. Mais c'est pour quelle raison que les 700 sont partis? Eux autres sont dans la transformation, métallique, et ils font des camions. Fait que du jour au lendemain, il n'y a plus de camions à vendre, le carnet de commande est vide, puis il n'y a plus besoin de ces gens-là. Eux autres, c'était une usine qui passait de 1200 à 1900 employés. Puis du jour au lendemain, le chiffre de soir n'était plus nécessaire. Fait qu'on a construit le chiffre de soir pour le déconstruire quasiment 6 mois après. OK. Ouais.
Ouais. Puis, pour revenir un peu là, à ce qui est ressources humaines, oui. En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de nous, là, que ce soit des jeunes ou peut-être plus des jeunes, là, vu que on côtoie plus d'étudiants. J'ai l'impression qu'il y en a qui se trouvent que c'est quand même vague comme terme. T'sais, j'ai pas l'impression que tout le monde est informé de l'ampleur que ça a là, d'être aux ressources humaines. Fait que je sais pas si vous pourriez un peu comme expliquer davantage ou pour eux qui justement ont plus de misère à savoir. Parce qu'il y en a beaucoup, je regarde par exemple nous dans notre entreprise école, on a le départ des ressources humaines, puis j'ai l'impression que souvent les gens vont comme pas trop savoir, penser que ça n'a pas tant une grosse impact sur l'entreprise, mais pour avoir été là pendant 3 ans, je peux vous dire que c'est ça, il y en a de la job à faire, puis c'est pas justement, c'est des personnes qui savent s'adapter puis tout ça, là, je sais pas si... Oui, c'est très... les RH, c'est devenu essentiel. Puis on a vu avec la... il y a eu une crise de pénurie de main-d'œuvre il y a juste avant et durant la pandémie, là. Les entreprises avant étaient très tournées au niveau... le volet comptabilité, finance était l'élément clé de l'organisation. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, c'est plus que clé, puis ça a mis vraiment beaucoup d'entreprises à risque dans les dernières années. Fait que je pense que les ressources humaines, c'est rendu même le maillon fort des organisations. Où est-ce que moi, je trouve des fois que les RH sont pas bien préparés. Les ressources humaines, le bout qui est intéressant, stimulant, ça va être le recrutement et la culture. C'est comme le bout positif du domaine ressources humaines. Tout le reste est plutôt négatif. On gère des conflits de travail, des employés pas heureux, des gestionnaires pas à bonne place. On gère des restructurations où il faut laisser aller du personnel. On va faire des changements qui ne plairont pas aux gens, puis on entend de la critique à travers ça. On gère des accidents de travail. On gère des cas de harcèlement. On gère, tu sais... Fait que souvent, ce que je fais réaliser à nos jeunes professionnels RH, c'est que 70% de la fonction RH, c'est plutôt dark et noir. C'est de gérer des problématiques humaines, puis qui sont de différents niveaux, puis quand on touche à l'humain, bien, il y a de l'émotion, puis c'est pas toujours le fun d'être là-dedans. Fait qu'il faut vraiment être prêt à faire face à ces défis-là, qu'il y en a, puis chaque jour, il arrive quelque chose. Fait que quelqu'un qui se coupe un bras, quelqu'un qui... c'est pas si le fun, là, puis on n'est pas toujours prêt à... Fait que le recrutement, le onboarding d'un employé, c'est festif, c'est le fun. Travailler au niveau de la culture, puis d'essayer de transformer une culture interne, c'est super intéressant. C'est beau, ça, de faire ça. Mais en ressources humaines, il y a un côté très humain, très complexe, où on va faire... c'est ça. Ça, c'est là que je trouve que souvent, on est mal préparé. Exact, oui. J'ai l'impression que souvent, tu sais, quand les gens me demandent, là, on fait quoi en ressources humaines, j'ai l'impression que c'est comme, tu fais du recrutement, puis tu t'assures que l'équipe s'entende bien, mais comme, on dirait qu'on oublie justement la partie qui est comme dans l'ombre, je peux dire ça comme ça. Puis j'imagine que c'est comme ça à votre niveau aussi, ou moins, vu que c'est comme plus de grande échelle? Oui. Ben, on le voit, puis c'est là que je trouve que nous, on est souvent parachutés là-dedans, parce que les entrepreneurs qui n'ont pas d'RH, ils savent pas quoi faire avec ça, là. 2 gestionnaires qui se chicanent, je me pogne avec mon associé, il me semble, là, il me poursuit, je fais quoi avec ça? Des cas d'accident majeur, de la négociation collective que ça s'entend pas, puis ça se crée après. Tu sais, c'est ça. Fait qu'on dirait que nous, on arrive un peu comme parachutés avec notre expertise, puis on accompagne les entreprises à travers ça. Fait que ce qu'on voit puis ce qu'on pense des ressources humaines, c'est souvent l'élément qui est beau, qui est le recrutement, puis qui est donner un emploi à quelqu'un, c'est super gratifiant, puis c'est super le fun tu changes la vie de quelqu'un quand tu lui donnes un salaire, puis tu lui donnes une chance de pouvoir s'accomplir dans quelque chose qu'il aime. C'est le après. C'est la vie de l'employé à travers ça, puis c'est ça que les gens sous-estiment. C'est que 80% du temps après, ça va être de gérer des situations complexes humaines qui vont pas toujours être si le fun que ça. Oui. Puis, est-ce que, tu sais, j'imagine qu'avant de partir de votre entreprise, vous étiez au courant de tout ça, ou est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui vous a poussé quand même à bâtir cette entreprise-là, là, malgré justement qu'il y en a qui sont pas au courant, ou il y a des moments qui sont comme plus dark, là, comme on dit? Oui. Bien, tu sais, moi, là, puis c'est là que je trouve que c'est le fun de faire le parallèle. Mon premier emploi, j'ai été dans un conseil scolaire, puis j'étais responsable des accidents de travail puis des cas maladies dans l'entreprise. Fait que j'étais arrivé dans une plus grosse organisation, un conseil scolaire, mais je gérais que ça. Fait que toute ma journée, j'entendais parler de cancer, d'accidents de travail, d'employés pas contents que j'essaie de les ramener au travail le plus vite possible.
Après 9 mois, là, j'étais comme, hey, je suis faite pour ça. Je commençais à plus aimer. Tu sais, ça partait mal ma carrière. Puis je me suis vraiment dit, c'est faite pour moi. Il a fallu que je prenne un pas de recul puis que je me dirige vers de quoi d'un petit peu plus généraliste, moins exposé juste à des cas négatifs. Là, moi, je ne faisais que parler de ça. C'était lourd en tabarouette. Parler tu sais, j'étais pas prêt là, à parler d'accidents puis de maladies à longueur de semaine. Fait que ça m'a pris, moi, un volet plus généraliste où j'ai touché à d'autres sphères plus positives des ressources humaines qui m'ont redonné le goût à mon métier. Puis c'est à force de travailler dans différentes organisations que j'ai vu ce que j'aimais moins des ressources humaines, puis qu'un jour, j'ai touché à la consultation. Puis ça a été une piqûre. Puis que je me suis dit, je suis un très bon consultant. Fait que j'avais le goût d'aller contaminer puis de bâtir quelque chose autour de ça. Puis j'ai bâti GoRH pour financer Fox. Là, on tombe dans de quoi qui est moins RH, là, mais j'avais de la misère à financer ma technologie, mon logiciel. Fait que j'ai créé GoRH pour financer mon autre entreprise. Puis c'est ce qui a fait notre succès au final. Fait que le consultant qui pouvait se permettre de générer des revenus puis injecter de l'argent dans la technologie. Ouais. Mais... Ouais. Mais c'est fou quand même, là, parce que, justement, peut-être que ça aurait pu vous pousser, justement, à comme un peu lâcher, là, vu que c'était comme juste du négatif que vous disiez, que vous voyez au début. Mais pourtant, non, là, ça vous a plus poussé vers le haut, justement, à continuer, puis à... Mais il a fallu que je fasse un changement. Parce que, sur le coup, j'étais pas prêt, puis je le savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que quand tu as juste ça comme référence, moi, je pensais que là, c'était ça, faire des ressources humaines. Je me suis aperçu, puis on se découvre comme RH, je suis moins faite pour être dans un milieu syndiqué. Moi, ça me correspond moins. J'ai besoin d'avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation, beaucoup de latitude dans ma façon de faire des ressources humaines. Fait que moi, ça me correspondait moins. Mais il y en a pour qui ils vont être bien dans un environnement qui est plus encadré avec des règles. Ouais. Puis GoRH, ça fait combien de temps que vous l'avez fondé? Ça fait 8 ans que j'ai fondé GoRH. OK. Puis Fox? Fox, ça fait 15 ans. J'ai sorti ça, j'avais 25 ans, je sortais de l'université. J'ai créé un fichier Excel par accident qui s'avérait être un super fichier Excel, puis que ça a été vraiment une bonne idée au final. J'ai été chanceux de créer ça. Puis ça consiste à quoi? Pour vous dire, là, puis ça va être drôle, puis ça va vous faire sourire parce que vous direz, tabarouette, Sylvain, il est vieux. Puis pourtant, je suis pas si vieux que ça. Mais mon premier emploi, là, je travaillais dans un petit cabinet dentaire, puis toutes les données étaient sur le serveur de l'entreprise. Puis je restais à peu près à 30 minutes de l'entreprise. Fait que moi, si je voulais appeler quelqu'un puis j'avais pas son numéro de téléphone, il fallait que j'aille à l'entreprise, ouvrir mon ordinateur pour prendre le numéro de téléphone, retourner chez nous pour l'appeler. Okay. Là, on est loin. Là. On est dans un autre univers. Fait que tout le SaaS puis le cloud n'existait pas. Fait que moi, j'avais bâti un fichier Excel pour que je m'envoyais par courriel puis que je pouvais toujours avoir accès en tout temps à mes données puis à mon information. Fait que Fox, ça sert à centraliser les données. Les vacances, les demandes d'absence, les évaluations de performance, la formation, les accidents, le climat de travail, les évaluations de rendement, puis le dossier d'employé à la base. Fait que je voulais juste décentraliser ça de l'entreprise puis de m'assurer qu'on puisse y avoir accès en tout temps. OK. L'idée était là. Puis, tu sais, au niveau, là, je parle entrepreneuriat, est-ce qu'à ce niveau-là, tu t'en doutais que tu allais devenir entrepreneur ou c'était plus comme tu dis, un peu comme un accident, puis tant qu'à y être, je continue? Oui. À l'université, moi, j'avais fait management en premier. Okay. Puis après ça, je suis allée vers les ressources humaines. J'ai toujours voulu être en affaires, mais c'est dur de trouver la bonne idée. Puis de se dire, moi, j'avais pas de parents entrepreneurs. Mes parents étaient tous dans des hôpitaux. Fait que j'avais pas de bonne référence. Fait que, mais j'avais toujours cet esprit-là de vouloir être en entreprise. Fait que j'avais ça en dedans de moi. Il fallait juste que je trouve le bon projet. Fait que le logiciel, j'ai été chanceux. J'ai développé ça par accident. Puis c'est d'autres entreprises qui m'appelaient et disaient, je peux t'acheter ton logiciel? J'ai dit, c'est un fichier Excel. Là. Je te l'envoie par courriel, vide les données, puis il est à toi. Fait que c'est à force de parler autour de ça, je me suis dit, il y a peut-être un outil à faire. Puis, fait que je l'ai fait développer. Puis à force d'être consultant pour d'autres firmes durant ma carrière, à un moment donné, ça a devenu évident que je pourrais le faire pour moi-même puis créer ma propre firme. Fait que concours de circonstances, j'aurais pu ne pas être entrepreneur, mais aujourd'hui, je me trouve hyper privilégié de pouvoir l'être. Mais c'était quand même genre c'était quand même une de tes idées de devenir, fait que... Ouais.
c'est ça. J'espérais pouvoir avoir une idée un jour qui m'amènerait à être entrepreneur. Ouais. Mais de l'être en ressources humaines, ça, je trouve ça pas mal cool. Faut le manifester. Ouais, c'est ça. Ça, je me trouve chanceux. En ressources humaines, justement, c'est quelque chose que tu voulais dès le départ ou encore une fois, c'est comme un peu concours de circonstances ou... Bien, le logiciel, il était en ressources humaines. Fait que, ça s'est fait tout seul. Puis GoRH, bien, c'est vrai que ça s'en venait logique que je crée des revenus pour aider mon autre entreprise. Puis GoRH, dès le départ, par exemple, tu sais, là, ça faisait 8-10 ans que j'avais créé mon logiciel. Fait que là, je savais quoi faire. Fait que vraiment, la croissance de GoRH a été spectaculaire. La pandémie nous a donné des ailes. Puis dès le départ, je me disais, OK, dans 5 ans, je vais être la plus grosse firme RH au Québec. Puis on l'a fait. Fait que ça, dans ma tête, j'étais convaincu qu'on réussirait à être une grosse firme RH. C'est quand même fou. Parce que, c'est ça, c'est nous, c'est vraiment une échelle différente. Là. Nous, on voit comme tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'école, plus à petite échelle, là, ce qui est niveau ressources humaines. Là. Fait que c'est un peu fou de voir à quel point qu'on peut se rendre loin avec ça. Là. Parce que, comme je dis, on dirait, moi, qu'est-ce qui m'affecte vraiment par rapport à ça, c'est le fait que... on dirait que personne voit à quel point ça peut se rendre loin, les ressources humaines. Fait ce que vous dites là, c'est comme... Oui, tu sais. On prend juste le cégep Garneau, là, vous êtes 800 personnes, juste la masse salariale, toute la complexité qu'il doit avoir en arrière de ça. Et à 800 personnes qui travaillent ensemble, il y a des conflits tous les jours. Il doit y avoir des grillés, il doit y avoir un syndicat au cégep. Ouais. Fait que là, les griefs, les relations de travail, les accidents de travail, comment on développe la main-d'œuvre, comment on a des professeurs qui arrivent sur le marché du travail, on a qui s'en vont vers la retraite, les stratégies de recrutement pour trouver les profs, ils vont venir d'où, sont-ils qualifiés, comment on les fait, comment on les développe. Puis là, pouf, la pandémie arrive, il n'y a plus de travail en présentiel, il faut faire ça à distance. On fait ça comment, là? Qui a la bonne idée pour être capable de faire pivoter un cégep on va faire ça en Zoom ou en... Tout ça, là, c'est ça, les ressources humaines. C'est ça, ouais. Puis c'est ça qui est beau, là, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est différente. On en comptabilité, puis en tout cas, je parle pas contre les comptables, mais un comptable, d'une journée à l'autre, c'est ce qu'il a à faire le lendemain. Je termine ma journée, je finis ma colonne de chiffres là, puis je la recommence, puis je m'en vais à une autre place le lendemain. Et nous, le lendemain... ça marche pas comme ça. Ben non, c'est ça. Il y a une chicane qui s'est passée la veille, il est arrivé d'autres choses. Ce que j'avais prévu aujourd'hui, ça arrive bien souvent qu'une journée, je rentre au travail, puis à la fin de ma journée, j'ai fait rien de ce que je pensais faire de ma journée. Puis ça, c'est ce qui est le fun. Ouais. Puis sur des projets, mettons, là, comme on parle, exemple, ça peut être au cégep, mais j'imagine que dans d'autres entreprises, vous avez environ combien d'employés sur chaque... comme mettons, là, je sais pas comment expliquer. Exemple, si on est 800, vous auriez combien de ressources humaines? De ressources humaines sur... j'imagine que c'est pas une, là. Oui. Non, je pense que les ratios, là, aujourd'hui, ça tourne autour d'à peu près 1 pour 75, à peu près. OK. Puis je crois que le cégep, peut-être même, vous en avez encore plus parce qu'il y a des expertises qui sont demandées à un certain point, là, des gens spécialisés en relations de travail, en rémunération, en formation. Mais l'entreprise, là, privée, on va voir beaucoup du 1 pour 75 à peu près, là, c'est beaucoup à la mode. OK. Ouais. Puis ça fonctionne bien, c'est pas comme trop intense, je peux dire ça comme ça? Non, puis même moi, avec du recul, là, ce que je trouve, puis il y a beaucoup, je trouve, de petites entreprises qui font cette erreur-là, c'est que quand je vois un RH à 20 personnes ou à 25 personnes à temps plein, je comprends pas ce que la personne a fait à temps plein. Faut pas être dérangeant non plus puis provoquer des problématiques dans l'entreprise parce qu'on veut justifier notre temps puis on se dit, ben là, je suis là à temps plein, il faut que je me trouve du travail. Fait que c'est là la force de GoRH, je trouve que d'avoir des ressources à demi-temps ou à une journée par semaine, il y a un dosage qui est peut-être mieux équilibré à ce niveau-là parce qu'une entreprise de 20-25 n'a pas besoin d'un RH à temps plein. Là. Ouais. Est-ce que vos contrats sont à long terme? Oui. OK. Oui, ben c'est le client qui décide. On privilégie les relations à long terme parce que c'est plus facile d'être proche de l'entrepreneur puis de l'équipe et de créer une relation de confiance. Je voudrais créer une relation de confiance avec vous basée sur 3 rencontres, c'est tough. Fait que on privilégie ça, mais c'est vraiment le client qui décide. OK. Ouais. On dirait, moi, j'ai plein de questions, là, vu que je suis comme en ressources humaines, moi aussi. Puis, tu sais, comme nous, en ce moment, comment on gère, on a à peu près 50 dans notre équipe. Puis, on a vraiment comme quelqu'un qui est comme directeur ressources humaines, puis on a comme 2 gestionnaires ressources humaines. Fait que là, j'imagine que ça, c'est comme trop
entre guillemets, de personnes? Ça dépend c'est quoi le projet, puis c'est quoi qui est à faire. Puis, tu sais, nos RH, ils vont avoir peut-être 15 ans d'expérience, puis ça fait longtemps qu'ils font des ressources humaines. Fait qu'il y a aussi un certain aspect où c'est quoi le projet, c'est quoi l'ampleur, qu'est-ce qu'il y a à faire devant nous. C'est sûr que, tu sais, j'ai des clients, des fois, qui m'appellent, sont 10, puis ils me disent l'année prochaine, je vais être 50, puis l'année d'après, je vais être 150. On est comme, OK, ouais, on prend du recul, puis ça se fera pas en 4 heures semaine. Fait que ça dépend vraiment de ce qu'il y a devant nous, puis de l'ampleur de la tâche. C'est quoi les projets. Puis on anticipe en fonction beaucoup des projets. On travaille beaucoup avec les budgets des clients. Ce temps-ci, les budgets sont fragiles. Fait qu'on essaie de dire à nos clients combien tu aimerais dépenser en ressources humaines, puis je vais faire le maximum avec ce que tu me donnes. Puis on essaie de maximiser l'enveloppe pour les clients. Puis au niveau du recrutement, là, quand vous dites que, exemple, vous passez de 10 personnes à 50, est-ce que c'est vous qui faites votre marketing ou vous faites affaire avec... Avec les clients. Oui, c'est ça. On joint nos forces. On a une équipe marketing. Quoique avant, on le faisait plus qu'aujourd'hui. On essaie vraiment d'encourager nos clients à devenir autonomes, à se bâtir leur propre marque employeur, leur propre stratégie de marketing. Puis c'est dur d'adapter la touche design, la touche créative à un client si elle est faite à l'externe. Je trouve ça le fun que ça se bâtisse de l'interne. Fait que là, à ce moment-là, ils ont-tu des graphistes? Tu sais, qu'est-ce que tu as à l'interne pour que je puisse créer un buzz puis mettre ton entreprise sur la map? Si tu l'as pas, je vais aller chercher à l'externe, qui peut être chez nous ou avec des partenaires qu'on a. Mais le plus possible, si on est capable de le laisser au client pour développer son autonomie, je trouve que c'est mieux. OK. Puis j'imagine que, tu sais, le combo, le ressources humaines puis marketing est quand même important là, pour justement baser le recrutement ou... Absolument. Ouais. Oui. Tous les concepts de marque employeur puis de marketing RH, là, c'est super important. Puis en RH, on a nos forces, mais c'est pas tout le monde qui est créatif autant que les gens en marketing. Fait que oui, moi, je trouve que c'est important qu'on travaille en collaboration puis qu'on s'entraide, là. Ouais, je suis pas le plus créatif de la gang, fait que j'en ai de la créativité, mais j'aime m'entourer de gens en marketing pour qu'ils puissent amener ça à un autre niveau. Là, si vous suivez GoRH puis Folks, là, vous allez trouver que notre image est forte, puis c'est pas moi. C'est pas moi qui crée ça. C'est l'équipe marketing. Oui, puis d'amener ça chez les clients, c'est important. T'sais, pour qu'un brand lève puis qu'il y ait un buzz autour d'une entreprise, il faut créer un buzz autour d'une entreprise quand on veut que ça lève vite. Fait que pour ça, ça prend des conditions stimulantes, des conditions de travail. Puis ça prend aussi un aspect visuel, sexy. Je parle beaucoup de... Il faut que ça soit sexy, là. Puis c'est ça qui va attirer les gens à venir vers un brand. Quand vous allez chercher vos premiers emplois, c'est ce qui va déterminer un petit peu... l'aspect sexy. Ben oui. Qu'est-ce qui fait que vous allez en choisir un plus que l'autre? Puis vous allez... Tu sais, c'est ça. Un brand caché, tout est gris, l'entreprise est vieille, vous allez là, c'est tout beige. Puis vous avez l'autre à côté, un Ubisoft, que, tu sais, il y a de la couleur, il y a un buzz, il y a tout. Ça fait toute la différence. Tu sais, moi, je le dis, là, je suis pas le plus cool de la gang, mais j'aimais m'entourer de gens créatifs, le fun. Puis c'est vraiment à eux que j'ai confié un peu la mission de... Tu sais, si tout le monde te dit tourne à droite, tourne à gauche. Moi, j'aime beaucoup dire ça à l'équipe. Essaye toujours de le faire à l'envers. C'est ce qui va nous rendre différents. C'était comme ça que je me disais, c'est comme ça qu'on va bâtir nos organisations, puis que les gens vont dire, j'ai le goût d'aller là, je sens que je vais vivre d'autres choses. Puis moi, l'identité, c'est beaucoup bâti autour de ça. Les gens me disent, ça marchera pas, ben on dirait que je faisais tout pour que ça marche. Ouais. Fait que de créer des concepts différents, je me suis entouré de gens qui pensaient comme moi. J'ai des super bons associés autour de moi aujourd'hui, puis des équipes de direction qui sont alignés avec moi. Puis on a toujours eu cette identité-là de faire différent, puis avec des touches créatives, stimulantes, puis tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai voulu bâtir l'identité de Folks puis GoRH. Puis est-ce que vous avez l'impression que, tu sais, c'est un peu grâce à ça que ça a autant performé? Tu dis que, justement, on fait une recherche, c'est comme la première chose qu'on tombe, là. Est-ce que c'est chance que vous êtes plus différent ou qu'il y avait comme plus un besoin à ce niveau-là? Ben moi... J'étais un peu lâche. Puis avec le temps, je me disais, tu sais, je regardais, mettons, Folks, puis pendant longtemps, j'allais cogner aux portes des entreprises pour essayer de lever des besoins, puis les gens me disaient, j'ai pas de besoin, tout ça, puis je regardais, je me souvenais, je regardais, mettons, j'allais chez Canadian Tire, puis les clients rentraient, puis je me disais, c'est ça qu'il faut qu'il se passe, là. Faut que j'aille, tu sais, il y a personne qui va magasiner ses outils partout, ils vont chez... Fait que je me disais, faut que la clientèle vienne chez nous.
Fait que je me suis vraiment entouré de gens forts qui allaient créer un peu ce concept-là de les gens vont venir au magasin, ils vont venir sur notre site web, puis j'aurais pas besoin d'être partout dans les 5 à 7, partout au Québec. Puis, mais j'avais quand même cette idée-là de grandeur. Fait qu'on a créé une boutique en ligne. On a notre site web et notre boutique, puis on a créé. Fait que Focus et GoRH, on attire beaucoup de clientèle comme ça. Puis je trouve que ça simplifie beaucoup de notre travail de pas être partout dans des 5 à 7. Puis pas, c'était moins mon ADN. Ouais. J'ai une petite fille aujourd'hui, puis je voulais en profiter. Je suis allé voir le site web, puis c'est vrai qu'il est sexy, comme vous dites. Là. Il est vraiment beau, pour vrai. Ouais, puis je suis très sévère. J'ai pas peur de dire à mon marketing, ça, c'est vraiment laid. Ça, Catherine, ça m'entend, elle se reconnaît, là, puis elle dit, je l'haïs pour ça, mais c'est ça. Je suis très sévère sur des éléments, mais je pense aux gens qui voient le contenu, qui voient les images, puis qui pensent à nous. Puis, si j'aime pas ça, je me dis, les clients, ils l'aimeront pas plus. Fait que je suis très sévère sur ce côté-là. Puis c'est un peu ce qui a créé notre ADN. Puis depuis tantôt, pas que je veux rentrer dans le négatif, là, mais on est comme dans le positif. Puis est-ce que ça a toujours été, entre guillemets, facile pour vous, comme l'entrepreneuriat, puis de se rendre haut, ou ça a comme fait un peu là, des montagnes russes, ou je sais pas, là, des fois, on se fait dire que l'entrepreneuriat, il y en a autant qui trouvent ça super facile que d'autres, comme, il faut tout le temps pousser, là. Ouais, ceux qui vous diraient que c'est toujours facile, c'est des menteurs. C'est ça. Impossible. C'est tough, la game de l'entrepreneuriat, puis oui, il y a des hauts et des downs, là. Je me suis un peu noyé même là-dedans. Des fois, ça peut devenir tellement intense que tu ne vois que ça. Tu oublies tout le reste. Puis ça, on sort un peu des ressources humaines. On est plus dans l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. C'est un lifestyle, c'est un commitment de vie. Puis, tu sais, moi, je pense à mon entreprise tout le temps. Fait que, tu sais, quand tu as le bouton collé, là, puis tu dis, tu sais, fait que là, la santé mentale embarque. Puis je donne beaucoup de conférences là-dessus. Ça a été des hauts puis des downs, puis j'ai trouvé, il y a des bouts que ça a été très difficile, puis il n'y a pas un entrepreneur qui a trouvé ça facile depuis 5 ans. Là. La pandémie, là, les tarifs, l'économie. Embaucher, c'est le fun. Congédier, c'est plate à mort. Là. Fait que de laisser aller des gens qu'on apprécie, des gens... C'est dur de faire ça, c'est dur de blesser les gens, de sentir que... Ouais, c'est comme si tu les laisses tomber. Fait que, ouais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est rempli de beau et de mauvais. Puis il faut être capable de naviguer là-dedans, il faut être capable de s'entraider. S'il y en a qui écoutent puis qui se disent, je suis un jeune entrepreneur, moi, avoir un mentor, c'est nécessaire. C'est pas peut-être. Trouve-en un au plus vite. Trouve-en un qui va t'aider à cheminer puis à t'outiller. Puis il y a plein de stades de croissance d'entreprise, puis tu as besoin de peut-être des fois changer ton mentor parce que tu l'as dépassé ou il t'apporte plus ce que tu as besoin. Mais la santé mentale, c'est de quoi qui est critique. C'est critique beaucoup en ressources humaines et on voit beaucoup de problèmes de santé mentale là, depuis la pandémie. Ça s'est accéléré beaucoup. Parce que c'est ça, là, il y avait comme, on parlait de up and down justement en entrepreneuriat, mais j'imagine qu'il y en a aussi au niveau ressources humaines. Vous devez en gérer, mais j'imagine qu'il y en a à l'interne aussi. Là. Ben oui. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut jouer aussi avec vous en ce moment ou votre équipe, peu importe, là, mais est-ce que, là, c'est déjà comme tout développé et tout ça, mais est-ce que ça joue quand même encore ou pas tant le fait que, justement, des fois, ça allait mieux, des fois, ça allait moins bien. Je sais pas trop si je m'explique bien, là, mais... Ben oui, tu sais, ça peut aller super bien. Puis là, Trump arrive, puis là, il met des tarifs. Puis là, tu perds tes 3 plus gros clients en 3 jours. Puis là, tu te dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, tu cherches des solutions, mais il n'y a plus du travail pour tout le monde. Puis là, c'est une roue qui peut s'enchaîner. Fait que ouais. Quand je dis que la journée en RH, elle n'est pas typique, puis elle est vraiment atypique... D'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ça change. Fait que notre santé mentale varie beaucoup en fonction de tous ces mouvements-là. De faire du sport. Puis là, je dis plein d'affaires que je fais pas. Là. Mais on fait tout ça, je pense. Faire du sport, avoir des bonnes habitudes de vie, bien dormir. Il y a plein de choses. Parler. Aujourd'hui, la santé mentale, elle est vraiment... C'est un concept que pour moi qui est ouvert. J'en parle super ouvertement. Les employés, ils le voient dans mon visage quand je suis pas bien. Puis j'en parle, je leur dis. Puis justement, j'essaie beaucoup d'amener des concepts où c'est plus malaisant de dire « je vais pas bien ». Avant, ça l'était. Puis je pense que les entrepreneurs, ils se renfermaient beaucoup sur eux. Puis je pense
je ne suis pas sûr, c'est la 2 ou 3e, là, à cause de les décès des entrepreneurs. Je pense que la 2e ou la 3e, c'est le suicide. Ouais. Là. Ça démontre à quel point c'est fragile, puis que cette pression-là, cette constante autour de l'entreprise, ça peut devenir malsain. Ouais. Puis est-ce que vous avez l'impression que c'est pire, vu que vous êtes comme tout le temps constamment là-dedans, on s'entend les ressources humaines, comme on disait tantôt, là, il y a le côté comme plus dark un peu, que c'est justement parler avec ton équipe ou peu importe. Est-ce que ça l'affecte plus ou justement ça vient même au contraire aider, vu que on en parle plus, puis souvent en se confiant, en écoutant les autres, des fois on s'écoute nous-mêmes. Je sais pas si... Ouais, ben moi je trouve que parler, ça fait du bien. Puis j'encourage les gens. Je veux que les gens chez nous, ils sont pas obligés de venir me voir moi, mais tu sais, faut enlever les stigmatismes autour de ça, puis de s'assurer que les gens y en parlent ouvertement. Là, quelques années, on a eu un suicide dans l'équipe, un de nos développeurs. Puis ça a vraiment affecté tout le monde. Puis c'était gentil, là, ce développeur-là. Il était fin, puis il avait 0 signaux. C'était arrivé durant la pandémie, puis on se disait juste, si on l'avait vu au bureau, il y aurait tu. Puis après ça, toute la machine de scie part. Là. Mais si. C'est ça. S'il avait parlé, Renaud. Tu sais, si on avait pu parler avec, fait que il y aurait peut-être eu un déclencheur. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'est important. C'est un peu une source de motivation d'être présent pour les autres aussi. Là, Puis c'est pas parce que je suis bon en ressources humaines puis que j'ai une firme en ressources humaines que la santé mentale, c'est one chez nous. Là. Tout le monde le vit. Quelqu'un qui perd ses parents, quelqu'un qui perd un ami proche. Tu sais, il y a plein de choses qui font vivre ça aux gens. Une situation financière, ton chum, ta blonde peut perdre son emploi, puis tu le diras pas, mais là, tu es rendu la seule source de revenus, tu as des jeunes enfants, puis là, tu vis pas bien. Là. Plein de choses qui font que la santé mentale est fragile. Puis on est dans un contexte présentement où ça fait 5 ans qu'on fait juste se faire barouetter, on dirait, d'une façon de faire à l'autre. C'est dur pour les nouvelles générations aussi de s'approprier là-dedans puis se dire, hey, moi, je suis focus sur ma carrière, focus sur des trucs, puis ça changera pas, non? C'est dur, ça. Oui. Mais on dirait, on dirait, j'ai l'impression que des fois, le monde oublie que c'est à ce point-là important, justement, là, les ressources humaines dans des entreprises ou peu importe, parce que, comme on disait, les générations ont changé, là, puis en ce moment, c'est comme plus ça, justement, la santé mentale. Mais en fait, pas qu'il y en a plus, mais on en parle plus. Fait que, j'ai l'impression que, tu sais, j'imagine que ça aussi, vous en parlez plus aussi. Oui, on fait beaucoup de formations, on a des ateliers, on donne beaucoup de conférences. Pamela Bérubé, mon associée, donne des conférences partout au Québec. Elle est tout le temps dans son auto à essayer de d'évangéliser, là, on dirait, tout le monde en ressources humaines. Mais oui, santé mentale, c'est un gros sujet en ce moment. Ça fait que c'est aussi ça, parce qu'il y a tout l'aspect recrutement et tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect, tu sais, vous faites pas juste, mettons, parler aux entreprises, il y a aussi tout le volet, là, faire des conférences et tout ça. C'est vraiment avec GoRH, ça, ou c'est comme, OK? Oui, on a différentes divisions, là, comme je vous disais. Puis, tu sais, moi, mon expertise, c'est sur le climat de travail, puis il y a 22 facteurs qui influencent un climat de travail dans une entreprise. Oui, souvent on pense à la rémunération qui est un facteur que tu vas rester ou pas dans une entreprise, mais il y en a plein d'autres. La communication, la philosophie de l'entreprise, le sexy de l'entreprise. Alors, fait que tu sais, c'est tous ces éléments-là. Puis les ressources humaines, on est les gardiens de ces 22 facteurs-là. Fait que s'il y en a un qui dérape, il faut être capable de trouver des solutions. Oui. Fait que c'est pas juste le recrutement. Non, c'est ça. C'est que on dirait, je leur dis, mais on dirait que j'ai vraiment l'impression que le monde ne sont pas assez informés sur... À part une fois que tu es dedans, là, que tu as vu c'est quoi toute l'ampleur de ce que les ressources humaines font, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont pas tant... tu sais, comme, je vais aller demander aux ressources humaines, mais tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que je leur demande? Qu'est-ce que je leur demande? Qu'est-ce qu'ils font que c'est eux qui décident ou peu importe, là, mais... Ouais. Je trouve ça... Puis, tu sais, une entreprise de 5, là, je dis pas qu'il y a full de ressources humaines à faire puis qu'il y a plein de besoins, mais l'entreprise va se transformer, elle va croître, puis c'est là qu'à un moment donné, il y a des morceaux qui vont se rattacher, puis qu'il faut que ça... faut à un moment donné que ça colle, puis que l'ADN suive, puis il faut que tout le monde apprenne à travailler ensemble, puis c'est là que les conflits sortent, c'est là que les enjeux de personnalité sortent, puis que... qu'il y a le besoin d'avoir des gens pour les régler aussi. Oui, mais un scientifique pur, un ingénieur avec une créative au marketing super vivante puis qui veut prendre plein de place, t'es mettre dans une salle et tu dis hey, travailler ensemble, ça marche pas pantoute. Là. Non, c'est ça. Comment y arriver, là? Mais ça, c'est des combats quotidiens, là, un ingénieur et une créative, t'es mis ensemble et tu te dis ouais, ça c'est drôle. Là.
C'est drôle de loin de les regarder. Puis quand tu as ces habiletés-là pour amener ces gens-là à travailler ensemble, c'est le fun parce que avec le temps, tu regardes, puis à un moment donné, tu as un comité de direction que c'est fluide, tout le monde travaille ensemble, tout le monde tire l'entreprise dans la même direction, puis tu dis, j'y suis arrivé. Mhm. Puis ça, c'est... Non, vas-y. Ben, si on continue là-dessus, Ouais. as-tu des conseils à donner pour les PME puis les startups en ressources humaines? Tu parlais de l'ingénieur puis du... Oui. Ben moi, je l'ai toujours dit, puis je donne des conférences là-dessus, ça prend 4 types de personnalités pour fonder une entreprise. Si tu n'as pas les 4, à quelque part, ça va briser. Tu as besoin d'un créatif qui va s'occuper de vendre le produit. Tu as besoin d'un scientifique qui va créer le produit. Fait que les ingénieurs, les développeurs logiciels, ça te prend des gens comme ça qui vont créer ton organisation. Ça va te prendre ton comptable, qui va pas être ton financier, lui qui va apprendre à compter puis financer l'organisation. Puis ça va te prendre ton visionnaire, lui là qui rêve, là, puis qui va l'amener à quelque part ta business. Fait que si t'es juste quelqu'un de rêveur mais qui rêve en couleur puis qui sait pas compter, ben à un moment donné, il va casser, son entreprise ne suivra pas puis ça va briser. S'il ne sait pas s'entourer de gens qui vont développer le produit pendant que lui il est out there. Fait que ça prend 4 types. On voit beaucoup les tests de personnalité de couleur. Rouge, jaune, vert, bleu. Ouais. Tu sais, c'est typé, mais ça prend un groupe. Si tu as juste des bleus... C'est un peu ces 4 couleurs-là. Ouais. Les plus belles entreprises, là, puis ceux qui grossissent vite, souvent, tu as les 4 concepts de couleurs dans les entrepreneurs ou dans les founders des compagnies. Puis où ils vont savoir comment s'entourer puis aller chercher ces joueurs-là. Puis c'est ça qui fait qu'une entreprise bouillonne puis qu'elle lève quelque chose de beau. Fait que si tu as juste des rouges, il va manquer de couleurs, il va manquer quelque chose dans l'organisation. Si tu as juste des visionnaires, ils vont tourner en rond, ils vont tout tirer dans plein de directions, puis là, ils vont nulle part, mais il y a plein de belles idées. Mais tu sais, ça va être de tous les sens. Si tu as juste des comptables, ben ça va être très petit, ça lèvera peut-être pas aussi vite que si tu avais quelqu'un au ventre qui dit « Hey, vous avez des bonnes idées, moi, je vais l'amener dans le marché. » Fait que ce concept-là de couleur est très, 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 très essentiel. Fait que c'est le fun quand tu vois, des fois, j'arrive dans des startups, je coach beaucoup d'incubateurs, puis que je vois les entrepreneurs, puis je suis capable de dire, OK, on est bien balancé ou il vous manque une couleur importante. Okay. Puis est-ce que la technique des couleurs, j'imagine que c'est quelque chose que vous utilisez là, dans le GoRH puis dans le recrutement? Oui. Fait que est-ce que des fois, il y en a, tu sais, que, je sais pas, vous regardez un peu qui se présente, puis j'imagine avec l'espèce de tablette là, de couleurs, après ça, c'est de dire qui passe pas. Là, je sais pas comment l'expliquer, mais... Ben, oui, tu sais, ça devient... Les tests psychométriques, c'est pas une loi parfaite. Ça donne des outils. C'est un outil. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser, tout ça. Puis pour moi, c'est là que faut juste être capable de bien l'utiliser, puis de comprendre qui est la personne devant moi, puis quel type de personnalité elle a, puis est-ce que ça se colle bien à mon groupe. Après ça change. Moi, j'avais pas la couleur que j'ai aujourd'hui, puis je me suis transformé avec le temps. Mais ça dépend encore là des besoins de l'entreprise. Est-ce que je suis pressé et je veux cette personnalité-là, plug and play, déjà établie, ou je peux y laisser le temps de se développer, puis si tu as un bleu pâle qui peut devenir un bleu foncé avec le temps. Fait que ça se développe. Dans le recrutement, vous utilisez ça? Oui. OK, basé sur les couleurs. Oui, j'exagère le concept un petit peu, mais les tests psychométriques qu'on utilise, c'est pour ça. Oui, fait qu'on a vraiment des experts à l'interne pour ça. Puis au niveau vraiment de votre entreprise, est-ce que vous voyez faire ça encore longtemps? Tu sais, mettons, où vous voulez développer, je sais pas si vous allez voir, mais vous voulez développer quelque chose d'autre, vous voulez que ça, je sais pas si vous avez une vision à court, moyen, long terme par rapport à ça. Oui. Folks, on a une vision, on est beaucoup sur des termes de 5 ans. Okay. Fait que qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, puis tout ça. Puis j'ai nommé un CEO pour cette division-là qui est extraordinaire, Jimmy Plante. S'il l'écoute, il va trouver ça le fun que j'ai ça, mais il est extraordinaire. Puis j'ai une équipe incroyable. Fait que Folks, ils ont vraiment, là, eux autres, là, c'est de conquérir le Canada d'ici les 3-4 prochaines années encore. On est sur un plan de 5 ans. Puis ça va super bien, là. C'est cool au bout. L'entreprise, elle a on a le vent dans les voiles, c'est très beau. GoRH, je pense que c'est mon projet de vie. C'est un projet qui est... je pourrais faire ma carrière au complet là-dedans. Puis souvent, les gens me disent jusqu'où tu vas amener GoRH. Puis moi, souvent, aujourd'hui, avec le recul, je leur dis, je vais amener ça aussi loin que l'équipe est capable d'en prendre. C'est l'équipe qui va mettre un frein maintenant à la croissance. C'est pas moi. Moi, mes entreprises sont rendues plus grosses que ce que j'aurais espéré.
Fait que c'est comme si les cases sont déjà toutes cochées. Fait que rendu là, on veut continuer à rêver, on veut continuer. J'aime le fait qu'on aide de plus en plus de PME puis d'entreprises. Puis ça, c'est ce qui me stimule le plus au quotidien. Mais des fois, quand on est entrepreneur, il y a un volet un peu monétaire qu'on se dit « Ah, je voudrais me rendre à telle valeur, peu importe. » Puis ça, je suis chanceux. Il y a un crochet qui est fait. Fait que là, rendu là, c'est plus avoir du fun, s'assurer que la génération derrière moi puisse en profiter, puis puisse s'éclater à travers GoRH le plus possible, puis qu'on puisse amener ça le plus loin possible. Fait que je pense que ça devient plus une mission comme ça, que moi, j'aimerais que mes associés, que mes directeurs, puis que mes jeunes consultants puissent pousser dans l'organisation puis amener l'entreprise le plus loin possible. Puis c'est un petit peu ma mission. Là, c'est vraiment comme un projet de vie, là, tu sais, dans le fond. Puis de leur donner un moment donné. De les amener, puis de... J'aurais pas besoin d'être actionnaire majoritaire toute ma vie, puis... Ça, j'allais demander, tu sais, si est-ce que ça va être quelque chose de possible pour vous de redonner, tu sais, le flambeau à quelqu'un d'autre, mais... Ouais. Je suis déjà un peu en train de le faire, mais j'aime cette idée-là de... Puis après ça sera à eux de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec GoRH. Mais il y a une belle fondation qui se crée. On a juste 8-9 ans, fait qu'il y a encore plein de choses à faire, mais c'est ça, de voir. Le rêve, c'est Coast to Coast Canada, j'aime ça le dire, là, mais d'amener GoRH partout au Canada. Très, très cool. C'est le fun. Good. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous trouver? Ben, suivez-nous sur les médias sociaux, LinkedIn. LinkedIn, on est super présent. Likez GoRH, folks, là, on est super présent. Site web. Puis ajoutez-moi sur votre LinkedIn. Là, pour vrai, j'invite tout le monde à le faire. Là. Je partage beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de GoRH, les emplois. Je pense que si vous cherchez un emploi en RH, on est un incontournable aussi. Fait que de nous suivre. Puis, ouais, n'hésitez pas à venir me poker si vous avez des questions. Vous deux ou tous les gens qui nous auront écoutés, n'hésitez pas à venir poser des questions, ça fera plaisir. Merci d'être venu sur le podcast. Ça fait plaisir. Donc, salut à tout le monde.